Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo a écrit: «L'amour, c'est être deux et n'être qu'un». C'est beau, c'est vrai. Mais l'amour, c'est aussi une transition de phase du second ordre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de la physique du sentiment amoureux. En particulier, nous allons parler de transition de phase. Alors une transition de phase, ça correspond à une discontinuité dans le comportement d'un système donné lorsqu'on fait varier un paramètre. Par exemple, la transition liquide-gaz est un exemple de transition de phase qui survient lorsqu'on fait varier la température. Un autre exemple est la transition paraferromagnétique qui apparaît aussi lorsqu'on fait varier la température. En effet, certains matériaux possèdent une aimantation permanente, comme le fer, le cobalt ou le nickel, et lorsqu'on les chauffe au-dessus d'une certaine température, ils vont perdre cette aimantation. J'en profite d'ailleurs pour préciser que la transition paraferromagnétique avait fait l'objet d'un sujet de mathématiques à Centrale l'année dernière. Je vous mets le lien dans la description. J'avais aussi tapé un corrigé et je vous mets tous les liens si vous avez envie de regarder. Bref, il existe un grand nombre d'exemples de transition de phase, que ce soit en physique ou bien dans d'autres domaines, que ce soit par exemple en linguistique, en finance, même en biologie. Du moment qu'on a un grand nombre d'éléments et des interactions mutuelles, on peut appliquer un modèle de physique statistique comme le modèle de transition de phase. Le cerveau a toujours intrigué les scientifiques et récemment, afin d'expliquer son fonctionnement, on a émis l'hypothèse qu'il opérait à proximité d'une transition de phase. En particulier, deux physiciens, Solnychkov et Malpouech, ont suggéré que l'amour pouvait être un exemple de transition de phase induite par l'action d'hormones, et c'est ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Évidemment, cette vidéo est grandement inspirée par leur travail, et je vous mets d'ailleurs le lien de l'article en description. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter la théorie de Landau très rapidement. Euh, à noter que je ne vais pas traiter la théorie de Landau-Gisbourg, qui est une extension de la théorie de Landau, lorsqu'on prend en compte des inhomogénéités dans le système. Et par la suite, nous allons traiter l'amour au premier regard, ou le coup de foudre, et ensuite l'amour avec une attirance ou une répulsion préalable, qui sont deux cas complètement différents qu'on va pouvoir modéliser avec justement la théorie de Landau. L'avantage de cette vidéo est qu'on va pouvoir ensemble comprendre un phénomène complexe et une physique intéressante avec des outils mathématiques en fait très simples, puisque ça va être essentiellement de l'étude de fonctions et même plus précisément de l'étude de polynômes. Et sans plus tarder, on va passer à la théorie de Landau. Comme je l'ai dit en intro, une transition de phase correspond à une transformation du système d'une phase à une autre. Alors pour préciser ce changement, on va définir un paramètre alpha. Dans cette vidéo, je le prends positif ou nul. Donc il va pouvoir soit être égal à 0, soit être strictement supérieur à 0. Et ça va nous permettre en fait de distinguer les deux phases. Dans un cas, quand alpha est égal à 0, on parle de phase désordonnée. A l'inverse, quand alpha est strictement positive, on parle de phase ordonnée. Et en cela, alpha est appelé un paramètre d'ordre. Par exemple, dans le cas de la transition paraferromagnétique, la phase paramagnétique correspond à une aimantation nulle, donc on est dans le cas alpha égale à 0. C'est une phase désordonnée puisque les moments magnétiques à l'intérieur du matériau peuvent prendre une position aléatoire. Et à l'inverse, la phase ferromagnétique correspond à alpha strictement positif. On est dans une phase ordonnée puisque tous les moments magnétiques ont la même orientation pour permettre au matériau d'obtenir une aimantation. Le paramètre qu'on va faire varier pour aller d'une phase à une autre, je vais le noter petit t, et je vais noter t indice c, le paramètre critique qui va séparer justement les deux phases. Et ainsi, je peux distinguer deux types de transitions. Pour ça, je vais tracer alpha en fonction de t. La première, on pourrait avoir un comportement de alpha en fonction de t comme ça, avec en fait une discontinuité au paramètre critique. On appelle ça une transition du premier ordre. A l'inverse, on pourrait avoir un comportement continu de alpha continu ATC. Ce type de transition s'appelle une transition du deuxième ordre. Dans ce cas-là, on remarque que alpha est effectivement continu, mais que la dérivée première de alpha est discontinue. L'idée de Landau maintenant, c'est de postuler que l'énergie libre du système, c'est-à-dire l'énergie disponible pour effectuer un travail, on peut imaginer ça comme une certaine fonction coût, peut s'écrire comme un polynôme en alpha. En fait, plus précisément, si je note f, cette énergie libre, donc qui est une fonction de alpha,
je vais pouvoir écrire au voisinage de TC, donc quand t tend vers TC, qu'on a un développement en puissance entière de alpha. Donc f0 correspond à la valeur de la fonction dans la phase ordonnée. Le terme d'après, je vais le noter moins h alpha, donc qui est le terme linéaire en alpha, et h va représenter un biais. Un biais, donc ça va être un paramètre externe qui va influencer le système vers une phase plutôt qu'une autre. Le terme d'après va être quadratique en alpha, et ici a va être une fonction de t. Et on va voir juste après que le signe de a de t va permettre de distinguer les deux phases. En toute logique, je devrais ajouter un terme cubique ici, mais comme dans la suite, je vais supposer que ma transition est du second ordre, c'est-à-dire que alpha est continu, je ne vais pas le mettre, puisque si je rajoute un terme cubique, ça va pouvoir me mettre une discontinuité dans la fonction alpha en fonction de t. En revanche, comme je l'ai dit, cette fonction peut être interprétée comme une fonction coût, c'est-à-dire une fonction qu'on va chercher à minimiser, et en fait les minima de la fonction vont représenter les positions d'équilibre stables de mon système, et ça va être les valeurs que alpha peut prendre. Et pour que le minimum puisse exister, je vais devoir ajouter un terme en puissance 4 avec b strictement positif. En effet, une telle fonction qui possède une puissance quatrième avec un coefficient strictement positif peut se représenter par exemple comme ça. L'important est de remarquer qu'elle tend vers l'infini, en plus l'infini et en moins l'infini. Et ça, en fait, ça nous permet immédiatement de dire qu'il y a un minimum, puisque pour n'importe quelle valeur d'une certaine constante grand M, je peux trouver deux points, x1, x2, tels que pour toutes les valeurs de x en dehors de cet intervalle, je suis supérieur à la valeur de m. Pour toutes les valeurs à l'intérieur de l'intervalle, je suis inférieur à la valeur de m. Donc nécessairement, le minimum doit exister s'il existe dans cet intervalle. Or, le théorème des bornes atteintes nous assure qu'il existe un minimum, puisque l'intervalle fermé x1, x2 est incompact. Donc ça nous permet de conclure que ce terme-là nous permet en effet d'avoir un minimum. Donc voilà, on a tous les ingrédients qu'il nous faut, et ça, c'est la fonction qu'on va étudier dans la suite qui va nous permettre d'interpréter le comportement du système au voisinage de la transition. Alors comme on l'a dit, nous, on cherche à obtenir les minima de cette fonction, et pour ça, l'équation qu'on va devoir résoudre, c'est la suivante, d de f sur d alpha, en alpha, je vais noter alpha étoile le minimum, égale à 0. Autrement dit, si je dérive cette fonction par rapport à alpha, on va obtenir 2a fois alpha plus 4b fois alpha à la puissance 3 égale à h. Et ça, c'est l'équation qui va nous donner donc alpha étoile. Alors on remarque que c'est un polynôme de degré 3 en alpha, donc c'est pas évident à résoudre. Donc la stratégie, ça va être de regarder des équivalents en fait de cette équation pour certaines valeurs de alpha. Donc ça, c'est ce qu'on fera dans la suite. Maintenant qu'on a tous les ingrédients pour comprendre la théorie de Landau, on a toutes les définitions, on va pouvoir l'appliquer aux sentiments amoureux, comme dans l'article de Solnichkov et Malpuech, afin de comprendre comment le cerveau fonctionne au voisinage de la transition de phase. Alors dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas avoir d'énergie libre, ça ne va pas avoir de sens. En fait, on va pouvoir interpréter la fonction f de alpha comme une fonction coût abstraite qu'on va devoir chercher à minimiser pour obtenir les positions d'équilibre stable du système. Dans la suite, donc, je vais supposer que le coefficient du terme quadratique s'exprime comme ceci. Alors moins a tilde, qui va être un certain coefficient positif, fois t sur tau. Et en fait, t va ici représenter le temps. Et le paramètre critique va être 0. En fait, ce qui va dire que avant l'instant t égale à 0, on va être dans une certaine phase, et après l'instant t égale à 0, on va être dans une autre. Justement, les deux phases de mon système ici, ça va être pour alpha égale à 0, pas d'état émotionnel. Autrement dit, dans cette phase-là, le sujet étudié n'est pas amoureux, il n'a pas d'état émotionnel. Par contre, dans la phase alpha strictement positif, on a un état émotionnel non neutre, et en particulier, le sujet est amoureux ou amoureuse. Et l'hypothèse qui a été faite dans l'article est de supposer que la transition d'un état à l'autre se fait de manière continue. Donc on va rediscuter de cette hypothèse dans la suite et voir en quoi elle est valable. Dans la suite, on va aussi voir comment interpréter la constante tau qui, pour l'instant, agit surtout comme un temps caractéristique qui sert à adimensionner ce facteur-là.
Le premier cas que nous allons étudier, c'est le cas où h, donc le biais, est égal à 0. On n'a aucune influence de l'extérieur sur l'évolution du sujet. Alors dans ce cas-là, la fonction coût peut s'écrire de la manière suivante. Donc au voisinage de TC, on a f de 0 plus a fois alpha carré plus b fois alpha 4. Je vais préciser que a dépend de t, mais il se peut que je l'oublie dans la suite. Il faut toujours avoir en tête que a dépend de t. On sait aussi que donc, son expression est donnée par moins alpha tilde t sur tau. Et ça va me permettre de dessiner la fonction f de alpha pour différentes valeurs de t. Pour simplifier, j'ai dessiné f de alpha moins f de 0 afin d'avoir notre référence à 0 et non à f de 0. Donc si t est négatif strictement, tous les termes sont positifs et en fait le comportement va être donné par ce polynôme-là, avec un comportement ici en alpha 4. Et on voit alors que dans ce cas-là, quand t est strictement négatif, ça c'est pour t strictement négatif, la seule valeur du minimum, c'est alpha étoile égale à 0. Autrement dit, pour t strictement négatif, le sujet n'a pas d'état émotionnel, le sujet n'est pas forcément amoureux ou amoureuse, et on est donc dans une première phase où le paramètre d'ordre vaut 0. Maintenant, je vais augmenter t petit à petit, de sorte à ce que ce coefficient-là devienne strictement négatif, et ainsi on a une compétition entre ce terme-là qui est négatif, ce terme-là qui est positif, et on va voir un minimum qui va apparaître progressivement. Donc si je représente maintenant la fonction f de alpha pour t strictement positif, on va avoir ceci. Le comportement change puisqu'on voit que quand t devient strictement positif, on change ici la concavité ou la convexité de la fonction au voisinage de 0. Pour t strictement négatif, on avait une convexité de la fonction. À l'inverse, on a une concavité de la fonction, un changement de courbure qui, par continuité, on obtient bien un minimum ici. Et donc maintenant, la position stable est donnée pour alpha étoile strictement positif. Et donc on est bien dans une nouvelle phase de notre système. Je vous mettrai en description les liens vers des graphes animés de ces différentes fonctions afin que vous puissiez voir vous-même, lorsqu'on fait varier le paramètre t de manière continue, comment la fonction varie. La question maintenant, c'est de savoir, mais comment alpha étoile varie en fonction du temps? Ce qu'on va faire donc, c'est dériver la fonction f par rapport à alpha et regarder l'équation d de f sur d alpha égale à 0. Donc si j'écris cette équation-là, d de f sur d alpha égale à 0, je vais avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, 2a alpha plus 4b alpha cube égale à 0, puisque ici, je rappelle que on n'a pas de biais. Je vais préciser que c'est la valeur du minimum qu'on cherche, donc je vais mettre alpha étoile, et je vais pouvoir simplifier en factorisant par 2 alpha. On a 2 alpha étoile, facteur de a, plus 2b alpha étoile au carré, égale à 0. Et maintenant, on a deux cas donc différents. Si a de t est strictement positif, alors ce terme-là, ce facteur-là, est strictement positif. Donc la seule solution est alpha étoile égale à 0. Remarquons que, compte tenu de l'expression de a de t, c'est équivalent à dire que t est strictement négatif. Maintenant, si a de t est strictement négatif, alors on a une nouvelle solution, qui est en fait la solution la plus stable du système, qui apparaît lorsque ce facteur-là vaut 0, c'est-à-dire lorsque alpha étoile est égal à racine de moins at sur 2b. Et maintenant, si on utilise l'expression de a de t, on remarque que ça, c'est proportionnel à racine de t. Donc là, on a les deux comportements de alpha dans les deux domaines, lorsque t est négatif et lorsque t est positif. On va pouvoir donc tracer cette fonction. Si je représente alpha en fonction de t, on a vu que pour t strictement négatif, alpha égale à 0,
Et pour t strictement positif, on a un comportement en racine de t, donc comme ça. Alors en fait, Solnitchkov et Malebranche se sont appuyés sur 3 œuvres de la littérature pour effectivement tracer expérimentalement cette fonction en se basant sur des extraits des différents romans. Et lorsqu'on trace par-dessus le comportement en racine de t, on trouve que le graphe expérimental et le graphe théorique se superposent bien, ce qui valide l'hypothèse d'une transition de phase du second ordre. Alors on retrouve bien l'allure continue du paramètre d'ordre en fonction de t, et par contre on observe ici une caractéristique intéressante, c'est qu'on a une pente verticale. Autrement dit, la variation de l'état émotionnel à l'instant t égal à 0 est très intense, de manière très brutale, ce qui est bien caractéristique du coup de foudre. Le deuxième cas qui a été étudié est le cas où h est non nul. Dans ce cas-là, la fonction coût qu'on va devoir minimiser s'exprime comme ça. Qu'est-ce qui va changer donc pour la fonction f de alpha? Alors on va pouvoir discuter en fonction du signe de h. Si on suppose d'abord que h est strictement négatif, alors on va avoir une pente positive à l'origine, et on va avoir donc plusieurs comportements de f de alpha en fonction de la valeur de t. Donc par exemple, pour t strictement négatif, on va avoir un comportement comme ça. En revanche, si on trace la même fonction maintenant pour t strictement positif, on va avoir un comportement comme là. Contrairement au cas précédent où h était égal à 0, maintenant, lorsque t est strictement positif, la position alpha étoile égale à 0 est la position stable, ce qui veut dire que h strictement négatif correspond à en fait une répulsion préalable qui empêche le sujet de tomber amoureux. Dans ce cas-là, la position alpha étoile égale à 0 est de la position favorisée. En revanche, si maintenant h est strictement positif, la pente devient négative, et donc pour t strictement négatif, on va avoir un comportement comme ceci. Et pour t positif, on va avoir un comportement comme ceci. On observe alors que lorsque t est positif, on a bien une position d'équilibre strictement supérieure à 0, mais on remarque surtout que la position strictement supérieure à 0 est aussi une position stable dans le cas t négatif. On remarque en revanche que cette position-là est plus petite en termes de valeur que cette position-là, et en fait, cela témoigne du fait que lorsque h est positif, en fait, on a une attirance préalable, c'est l'opposé de l'effet précédent, qui encourage le sujet à tomber amoureux, ce qui explique l'apparition d'une position d'équilibre stable, non nulle, strictement positif, même lorsque t est strictement négatif. De même, je mettrai ces graphes animés en description avec le logiciel Demos. Vous pourrez donc aller voir comment ça se passe lorsqu'on fait varier t de manière continue. Comme tout à l'heure, on va essayer maintenant de comprendre comment alpha étoile varie en fonction du temps. Alors pour ça, on va encore une fois écrire l'équation qui minimise la fonction f, donc d de f sur d alpha égale à 0, qui s'écrit donc désormais 2a de t alpha étoile plus 4b alpha étoile cube égale à h. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on a un polynôme de degré 3 en alpha. C'est assez compliqué et laborieux de le résoudre analytiquement. La solution exacte a été mise euh, de manière explicite dans l'article de Solnitchkov et Malebranche. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt faire quelques approximations pour voir ce qu'on peut en tirer physiquement. On va commencer par regarder lorsque t est très très petit devant le paramètre critique 0. Dans ce cas-là, lorsqu'on est bien avant l'instant critique, le paramètre alpha est très petit. En effet, même si il y a une attirance préalable, si on se situe dans le temps bien avant l'instant où on commence à être amoureux, l'état du sentiment amoureux est très très faible, ce qui explique pourquoi on suppose ici alpha très petit, ce qui va nous permettre de simplifier cette équation en négligeant le terme cubique, de sorte à ce qu'on puisse écrire 2a de t alpha étoile égale à h. Et si on isole alpha étoile, on obtient h sur 2a de t. Et si je réécris l'expression de la fonction a de t,
on va avoir h tau sur 2a tilde moins t. Je rappelle que t ici est négatif, donc en fait, moins t n'est autre que la valeur absolue de t. Et on retrouve bien donc un paramètre alpha étoile strictement positif. On voit donc que dans ce domaine-là, on peut approximer le comportement de alpha étoile par 1 sur valeur absolue de t. Maintenant, je vais regarder la valeur de alpha lorsque t égale à tc égale à 0. Dans ce cas-là, a de t est égal à 0. Et donc, l'équation se simplifie en 4b alpha étoile cube égale à h. Autrement dit, on obtient alpha étoile est égal à h sur 4b puissance entière. Je vais noter ça, alpha étoile critique. Ça, c'est la valeur du paramètre d'ordre lorsque t égale à 0. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder lorsque t est proche de la température critique, quel va être le comportement de alpha. Et ça va nous donner en fait la pente de alpha à l'origine, qui va nous permettre ensuite de tracer son graphe. Au voisinage de t égale à 0, je vais avoir alpha étoile très proche de alpha étoile critique. Alors pour déterminer sa pente, je vais écrire alpha étoile égale à alpha critique, facteur de 1 plus epsilon, où epsilon est très très petit devant 1. Si j'injecte cette expression dans l'équation au-dessus, je vais obtenir 2a de t alpha étoile critique, facteur de 1 plus epsilon, plus 4b alpha étoile critique, facteur de 1 plus epsilon, puissance 3, égale à h. Alors maintenant, je sais que epsilon est très petit devant 1, donc par développement limité, 1 plus epsilon puissance 3, c'est équivalent à 1 plus 3 epsilon. Or, je sais que alpha étoile critique puissance 3, j'ai oublié le puissance 3 ici, excusez-moi, ça c'est égal à h sur 4b. Donc si je remplace h par 4b fois alpha étoile c cube, je vais simplifier par 2a de t alpha étoile c, facteur de 1 plus epsilon. Ce terme ici va se simplifier, et il va me rester 4b alpha étoile c cube epsilon, fois 3, pardon, epsilon, égale à 0. Je vais maintenant pouvoir simplifier par 2, par alpha étoile c, qui je sais qui est non nul. 2 fois 3 ici, on a 6. Et maintenant, si j'isole epsilon, on va obtenir epsilon égale moins a de t sur a de t plus 6b alpha c étoile carré. Or, quand t est proche de 0, a de t est proche de 0. Donc ça, je vais pouvoir oublier ce terme-là devant ce terme-là, de sorte à ce qu'il me reste que a de t, enfin moins a de t, sur 6b alpha c étoile carré. Et enfin, moins a de t, je sais que c'est proportionnel à t, donc en fait, on va avoir une quantité qui va être proportionnelle à t. Autrement dit, je ne perds aucune généralité à remplacer ici epsilon par t, de sorte à ce que j'obtienne un comportement linéaire au voisinage de t égale à 0. Maintenant, pour terminer, je vais supposer que t est très très grand devant tc. Physiquement, on s'attend à ce que même si h est non nul, quand on attend suffisamment longtemps, le comportement lorsqu'il y avait un biais au départ et lorsqu'il n'y avait pas de biais, en fait, devienne le même à grand temps, puisque même s'il y a un biais, au final, il n'influence pas la manière dont on est amoureux après. Ces deux manières vont coïncider lorsque t devient très très grand. C'est ce qu'on va essayer de démontrer proprement ici. Donc pour décrire ça proprement, je vais supposer que alpha puisse écrire alpha étoile 0, facteur de 1 plus delta, où alpha étoile 0, c'est moins a de t sur 2b, comme on l'avait démontré tout à l'heure, c'était la valeur du paramètre d'ordre lorsqu'il n'y avait pas de biais, et on va supposer que delta est très petit devant 1. Ce qui veut dire qu'on s'attend à ce que lorsque t soit très grand, la valeur du paramètre d'ordre lorsqu'il y a un biais et la valeur du paramètre d'ordre lorsqu'il n'y a pas de biais, au final, ça soit à peu près pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter, comme tout à l'heure,
cette expression de alpha étoile dans l'équation au-dessus, et on va obtenir 2a de t alpha étoile 0, 1 plus delta plus 4b alpha étoile 0 cube 1 plus delta cube égale à h. Comme tout à l'heure, je vais linéariser ici en disant que cette expression-là est équivalente à 1 plus 3 delta. Et en utilisant l'expression de a étoile 0, je vais pouvoir simplifier cette expression-là. En effet, j'ai 2a plus 4b alpha étoile 0 carré facteur de alpha étoile 0. Je peux même factoriser ici par 2 pour obtenir à l'intérieur a de t plus 2b alpha étoile 0 carré. Or ça, en utilisant cette expression-là, je vois que c'est égal à 0. Ce qui va me rester à faire, c'est avoir le terme en delta. Donc, je vais avoir delta facteur de 2a de t alpha étoile 0 plus 4b fois 3, donc j'ai en fait 12 ici, alpha étoile 0 cube égale à h. Donc l'expression qui va me rester, compte tenu de la valeur de l'expression de étoile 0, enfin alpha étoile 0, je vais factoriser par 2 alpha étoile 0 pour simplifier un petit peu l'expression à l'intérieur. J'utilise une nouvelle fois l'expression de alpha étoile 0 pour dire que donc là on a moins a de t sur 2b. Autrement dit, les b se simplifient. Là, j'obtiens 6. Et donc j'ai a moins 6. Il va me rester moins 5. Et si je simplifie encore, j'ai moins 10 ici. Et en utilisant une dernière fois l'expression de alpha étoile 0, je peux simplifier ici par son expression, de sorte à ce que maintenant, je puisse écrire delta égale h sur 10 moins a de t puissance 3 demi à racine de 2b. Ce qui est important à remarquer, c'est que quand t est très très grand devant 0, en fait, delta tend effectivement vers 0, ce qui valide bien notre hypothèse ici. Autrement dit, à grand temps, on retrouve bien un comportement en racine de t. Maintenant, on a tous les ingrédients pour tracer l'allure de la fonction alpha étoile en fonction de t. Ce que je vais faire ici, c'est rappeler les différents comportements qu'on avait de alpha étoile. Alors, je vais tracer la fonction 1 sur valeur absolue de t quand t est négatif. Ça, c'était le comportement de alpha étoile quand t était très très négatif et très très loin de manière négative devant tc. Je vais aussi tracer la fonction racine de t. Ça, c'est le comportement de alpha étoile quand t est très grand devant tc. Je vais mettre ces courbes-là en pointillés. Et maintenant, je vais pouvoir tracer l'allure de alpha étoile. Donc voilà l'allure de alpha étoile en fonction du temps. Et on obtient bien effectivement une pente ici linéaire, avec ici la valeur du point critique. Donc ce qui change drastiquement avec le cas où h était égal à 0, c'est que maintenant on a une pente qui n'est plus infinie, mais une pente qui est finie et plus douce, qui est caractéristique donc qu'on passe de manière plus douce d'une phase à l'autre. C'est bien le cas opposé au coup de foudre où la variation de sentiments amoureux était très grande, de manière très brutale. Et enfin, on obtient bien que les deux comportements à la fin convergent, ce qui veut dire que l'amour s'auto-entretient, c'est-à-dire quand on attend suffisamment longtemps, il n'y a plus besoin d'influence extérieure pour créer le sentiment amoureux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié la réaliser. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous mets tous les détails dans la description, que ce soit les graphes animés, le lien vers l'article, d'autres sources. Je vous laisse aller voir et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.